En 2002, le réalisateur franco-israélien William Carell répondait à une commande d'Arte ayant pour sujet la manipulation des esprits à travers les médias. En résultait un film intitulé Opération Lune, par lequel le public découvrait que la mission Apollo 11 n'avait été qu'un coup monté par le Pentagone et la NASA pour faire accroire au monde entier que l'homme américain avait mis le pied sur la Lune. Ce documentaire fit l'effet d'une bombe auprès d'un très grand nombre de spectateurs, suscitant des réactions indignées et parfois sauvages. Pour les uns, avancer des thèses aussi farfelues relevait de la folie pure. Pour les autres, tout ce qu'ils avaient cru sur la conquête spatiale s'effondrait en 52 minutes, tandis que pour quelques-uns, la télévision osait dire ce qui se murmurait depuis longtemps, en attendant qu'on crève un jour l'abcès, eh bien voilà, c'était fait. Si la conquête spatiale était un mensonge, c'est une partie de l'histoire du monde contemporain qui était mise cul par-dessus tête, voire même l'histoire du monde tout court. Nous reviendrons en fin de vidéo sur ce film manipulateur au sujet d'une manipulation. Manipulation car en effet, que l'homme ait marché sur la Lune ou comme le pensent certains qui n'y aient jamais mis les pieds, n'a strictement aucune importance. L'important est de savoir pourquoi cet événement a été mis en scène, réellement ou en studio, et pourquoi, alors que la question n'a jamais effleuré l'esprit de quiconque, le documentariste William Carell a construit une fiction entre l'alunissage et Stanley Kubrick. Il s'agit surtout de mettre en lumière le sous-texte dans le sous-texte, à l'intérieur duquel nous apparaît la nature luciférienne de ceux qui possèdent le pouvoir politique de l'image, que leur nom soit légendaire ou plus confidentiel. Le voyage dans la Lune n'a été qu'une histoire qui reposait sur une émotion de l'instant, celle ressentie par 3 milliards d'individus lorsque dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969, l'homme américain posait le pied sur la Lune. Désormais, il ne serait plus permis d'être dans la Lune, puisque dans la Lune, eh bien, nous y étions allés. Et qu'avons-nous vu sur cet astre dont les peuples de l'Antiquité ne comprenaient pas pourquoi il changeait tout le temps de forme? Rien. De la poussière grise, une triste poussière qu'une profondeur de champ toute relative étalait jusqu'à une ligne de crête découpée par un artisan malhabile au pied d'un ciel noir sans la moindre étoile. Rien de plus que ces tristes images pour donner du rêve. Un exploit que tout être ayant les pieds sur terre était sûr qu'il serait impossible, devenait soudain réel, et le simple fait de sa réalité justifiait qu'on l'ait entrepris. À quelle finalité, qu'importe. À quel prix, la question n'effleurait même pas les esprits. À quelle question sur l'homme, sur l'univers, répondait la mission Apollo 11 ? Aucune. Le voyage se suffisait à lui-même, sa finalité n'ayant aucun rapport avec la possible existence d'une vie ailleurs. Seuls quelques illuminés ou quelques poètes, à l'imagination assez travaillée pour oser croire que l'astre mort puisse être occupé par des êtres vivants. Alors pourquoi ? Pour damer le pion aux soviétiques et leur Youri Gagarine, dont on craignait qu'ils militarisent l'espace, comme seuls les auteurs d'anticipation ou quelques poètes pouvaient l'imaginer. Alors il fallait faire vite, branle-bas de combat, pour qu'un tel cauchemar ne devienne jamais réel. Aller plus loin que les Russes, en l'occurrence conquérir l'astre mort, comme on avait conquis l'Ouest, sans avoir cette fois à braver le moindre indigène, puisque l'astre, en plus d'être mort, n'était qu'un triste désert. En réalité, il n'y avait aucune question à se poser. L'événement valait pour ce qu'il était. « Laisse tomber, profite », au lieu de poser des questions idiotes, a dit le téléspectateur émerveillé à celui qui l'était moins et se demandait à quoi bon tout ça. Profite du spectacle et oublie que nos jeunes vont se faire massacrer au Vietnam. Pour des intérêts qui ne regardent en rien le prolétaire du monde entier, lequel, à travers le premier événement mondialisé de l'histoire de l'humanité, devenait plus que jamais politiquement impuissant face à un événement plus grand que lui. La révolte ouvrière qu'avait connue la France en 1968, ses contaminations européennes et asiatiques, ses répercussions aux États-Unis, déjà nourries par une contestation sociale née dans les années 60, ne devenait-elle pas secondaire, voire nulle et non avenue, puisque l'homme américain avait amené sur la Lune l'humanité tout entière.
Le prolétaire du monde entier, depuis cet événement, ne se sentait-il pas grandi d'appartenir à une espèce entre guillemets humaine qui avait fait mieux que de l'émanciper de l'esclavage du salariat en l'amenant sur la Lune? Bien sûr, des esprits chagrins n'ont pas manqué de dire « on va sur la Lune, mais on n'est pas capable de guérir le cancer. On va sur la Lune, mais on n'est pas capable d'alimenter à eau potable les pays du tiers-monde. On va sur la Lune, mais on oblige toujours l'espèce dite humaine à travailler 7 jours sur 7 pour un salaire insuffisant, bien que le salaire du prolétaire de 1969, quand on allait sur la Lune, soit une presque fortune en regard de celui du prolétaire de 2024, où on ne va plus sur la Lune. Tiens, j'entends un son de cloche. Alors que la pauvreté des travailleurs ne cesse d'augmenter et que les contestations qui grandissent sont en train de réduire celles des années 60 à des promenades de printemps, on parle de revenir sur la Lune. D'accord, mais si on le fait, à qui cette fois allons-nous confier la mise en scène? Car les images, qu'elles soient filmées in situ ou ex situ, il y a bien quelqu'un qui les tourne, non? Rembobinons le film jusqu'à 9 ans, avant que l'homme américain n'ait cette idée saugrenue d'aller voir là-haut ce qui s'y passe. Nous sommes en 1960. Le cinéma américain met sur le marché une de ces grosses superproductions destinées à ramener dans les salles un public qui préfère rester assis devant la télévision. Spartacus, au budget pharaonique, appartient à cette famille de films obèses qui visent à en mettre plein les yeux et rappeler aux brebis égarées que spectacle est bel et bien synonyme de grand écran, pas de petit. Ces gros films, que sont Quo Vadis, L'Égyptien, Ben-Hur, Le Cid, La chute de l'Empire romain, Cléopâtre, L'Extase et l'Agonie, la plus grande histoire jamais contée, ne sont jamais confiés à des novices de la mise en scène. Les budgets sont tellement énormes que les studios ne prendront pas le risque de les voir rallongés par l'inexpérience de réalisateurs trop jeunes. Il faut du métier pour manœuvrer ces grosses machines. Et tous les metteurs en scène de ces films ont derrière eux une filmographie riche en succès public et en récompenses. Kirk Douglas, vedette de Spartacus, film où on se demande pourquoi la Lune change de forme, en est aussi le producteur. Il sait qu'il a besoin d'un metteur en scène au cuir solide pour réussir un film qui, s'il est un échec, risque de le disqualifier en tant que producteur. Il choisit donc Anthony Mann, dont la réputation à Hollywood n'est plus à faire, à la tête d'une filmographie riche en films noirs, en western, dont nombre d'entre eux sont déjà à l'époque des références de genre. Toutefois, un différend artistique entre Kirk Douglas et Anthony Mann entraînera le renvoi du second par le premier après quelques jours de tournage. Contre toute attente, pour remplacer Anthony Mann, Douglas fait appel à un jeune metteur en scène de 32 ans dont le CV se résume à une poignée de série B, certes bien ficelée, mais qui en aucun cas ne donne les clés d'une machine aussi lourde que Spartacus. Quelques séries B et un film de guerre, lui aussi au budget modeste, qui, au prétexte de parler de la guerre de 14-18 entre Français et Allemands, parle en réalité de la guerre de sécession. Les Sentiers de la gloire, succès tout à fait modeste aux États-Unis, a toutefois permis à Kirk Douglas d'apprécier la valeur de Stanley Kubrick, valeur qu'il veut mettre au service de Spartacus, et c'est uniquement de son talent visuel dont il a besoin, convaincu qu'il pourra davantage contrôler un jeune metteur en scène qu'un vieux briscard d'Hollywood. Rappelons aussi qu'avant Spartacus, Stanley Kubrick avait été renvoyé par Marlon Brando du tournage de La Vengeance aux deux visages. Spartacus est un film où la personnalité de Kirk Douglas écrase celle de Stanley Kubrick, dont le travail de mise en scène se remarque sans pour autant imprimer le film, comme il imprimera ses films à venir. On dira de Spartacus qu'il est un film de Kirk Douglas, réalisé par Stanley Kubrick. Ce dernier, d'ailleurs, reniera le film, refusant de participer à sa restauration dans les années 90. Ce film, qu'il a toujours voulu glisser sous le tapis, dont il a toujours refusé de parler à la poignée de critiques qui ont eu le privilège de l'approcher, connut pourtant un succès que beaucoup de jeunes metteurs en scène auraient aimé connaître à l'éclosion de leur carrière. Alors que ce triomphe public met Stanley Kubrick sur les grands boulevards d'Hollywood, Spartacus sera son dernier film américain.
C'est à partir de son film suivant, Lolita, que la carrière de Stanley Kubrick prend un tour absolument inédit dans l'histoire du cinéma américain. Pour des raisons de production assez nébuleuses, expliquées par le biographe de Kubrick, John Baxter, Kubrick décide de ne pas tourner le film aux États-Unis, mais en Angleterre. Là-bas, il rencontre Peter Sellers, acteur britannique au génie tourmenté, qui fascine Kubrick au point de l'engager coup sur coup pour Lolita et pour Docteur Folamour. L'idée germe alors dans l'esprit de Kubrick de quitter définitivement les États-Unis pour s'installer en Angleterre en prenant précisément pour modèle Peter Sellers qui, dixit Kubrick, vit en Angleterre tout en travaillant aux États-Unis. Contrairement à ce qu'affirme Kubrick, Sellers est un acteur anglais qui a fait toute sa carrière en Angleterre et travaille pour l'occasion avec un cinéaste américain nommé Stanley Kubrick sur 2 films entièrement tournés en Angleterre. C'est un détail qui a une certaine importance. Petit retour en arrière. En 1951, plusieurs cinéastes américains vont être contraints de quitter Hollywood pour avoir refusé de témoigner devant la commission des activités anti-américaines conduite par le névropathe sénateur McCarthy. Ces cinéastes nommés Jules Dassin, John Berry, Abraham Polonsky et Joseph Losey n'auront pas d'autre choix que de venir travailler en Europe s'ils veulent continuer à faire des films. Excepté Joseph Losey qui mènera une brillante carrière en Angleterre et un petit peu en France, les autres tourneront des films au rabais, Jules Dassin ayant un tantinet mieux réussi que ses co-exilés. Aucun cinéaste dans toute l'histoire du cinéma ne s'est exilé de son pays d'origine pour d'autres raisons que politiques. La vague de metteurs en scène d'Europe de l'Est partis vers Hollywood dans les années 30 et 40 se justifiait par la montée du nazisme. Une autre vague moins importante dans les années 70, qui a vu arriver aux États-Unis les Roman Polanski, Milos Forman, Jerry Skolimowski, relevait tout autant de l'exil politique. Et alors que beaucoup de cinéastes anglais étaient partis travailler à Hollywood, certes pour permettre à leurs films de rayonner davantage, ils le faisaient aussi pour des raisons fiscales, l'Angleterre étant un des pays les plus confiscatoires au monde. Alors comment Kubrick, jeune cinéaste qui a encore tout approuvé, a-t-il décidé de quitter Hollywood où les contrats se signent selon les clubs, les restaurants et les boîtes de nuit qu'on fréquente? Un jeune cinéaste qui a tout intérêt à développer un tissu relationnel indispensable à l'évolution de toute carrière décide au contraire de se couper du monde et d'aller vivre ailleurs. Imagine-t-on les conséquences qu'aurait eu pareil exil sur les carrières des contemporains de Kubrick, les Arthur Penn, Sidney Lumet, Sidney Pollack, John Frankenheimer, s'ils avaient opté pour la même démarche. Selon le biographe de Kubrick, la raison de cet exil est la peur que Kubrick nourrissait au sujet d'un conflit nucléaire États-Unis-URSS après l'affaire des missiles de Cuba. Si telle est la raison, l'immense culture qu'on a prêtée à Kubrick trébuchait sérieusement sur la question politique dont la conscience la plus endormie savait déjà dans les années 60 que l'impitoyable guerre des États-Unis entamée en 1945 ne se ferait pas contre l'URSS, mais bien contre l'Europe, et que cette guerre serait économique. On doute que Kubrick fût à ce point idiot. Tout en gardant un pied-à-terre à New York, Kubrick s'installe donc avec sa famille en Angleterre, d'où il ne repartira jamais. L'Angleterre des années 60, en plein Swimming London, intéresse beaucoup de cinéastes américains qui viennent y tourner leurs films, dont le coût de production est inférieur à ce qu'ils auraient coûté à Hollywood. La proximité de l'Angleterre leur permet également de délocaliser des productions coûteuses vers le désert d'Almeria où la main-d'œuvre est bien meilleur marché. Pourtant, aucun de ces metteurs en scène ne prendra racine en Angleterre, vivre à Hollywood étant la condition sine qua non pour garder le contact avec l'industrie qui oublie très vite les metteurs en scène qui restent trop longtemps inactifs ou en exil. La biographie de Kubrick nous indique que l'adaptation à succès du roman de Vladimir Nabokov, Lolita, qui sans être un gros succès ne perdit pas d'argent, permit à Kubrick une stabilité financière pour la vie. Est-ce sur la base de cette stabilité qu'il put vivre, et nous allons voir dans quelles conditions, en ne tournant plus que 7 films en 37 ans. Tous les cinéastes du monde sont contraints à un moment donné à des besognes alimentaires. Le plus célèbre en matière d'impécuniosité, malgré sa filmographie, reste sans doute Orson Welles, contraint pour survivre de jouer dans d'insondables navets et de tourner des publicités aux États-Unis et en Europe. 2 autres metteurs en scène qui laissaient courir le calendrier entre 2 films,
l'anglais David Lean et l'italien Sergio Leone devaient tourner des films publicitaires, Sergio Leone sans réaliser de film de 1971 à 1983, en a cependant produit plusieurs dans cet intervalle. Entre deux films, Kubrick ne réalise pas de publicité, pas plus qu'il ne produit de films réalisés par d'autres. Il ne fait strictement rien. Il s'écoule 2 ans entre Lolita et Dr. Folamour, 4 ans entre Dr. Folamour et 2001 l'Odyssée de l'espace, 3 ans entre 2001 et Orange Mécanique, 4 ans entre Orange Mécanique et Barry Lyndon, 5 ans entre Barry Lyndon et Shining, 7 ans entre Shining et Full Metal Jacket, 12 ans entre Full Metal Jacket et Eyes Wide Shut. Il réalise chacun de ses films en un temps infiniment plus long que la plupart des autres metteurs en scène. Plus il avancera dans sa carrière, plus les temps de tournage seront longs, alors que l'expérience aurait dû lui apprendre à travailler plus vite. Ces tournages interminables étaient-ils volontairement ralentis par lui pour nourrir sa légende, conscient qu'au-delà d'un certain degré de réputation, rien ne le contraindrait à d'autres méthodes. Des films qu'il tournait en 2 ans auraient-ils été moins bons s'il les avait tournés en 2 mois ? Les tournages excessivement longs ne datent pas de l'arrivée de Kubrick dans le cinéma. Autant l'emporte le vent, Ben-Hur, Le Guépard, Laurence d'Arabie, La chute de l'Empire romain, La fille de Ryan sont des exemples de films dont les tournages se sont étirés dans le temps, mais il s'agit de films à grand spectacle, riches en figurations, en scènes d'action, nécessitant la construction de nombreux décors, de séquences souvent tournées dans des extérieurs difficiles, retardées, comme La fille de Ryan, par les caprices de la météo. Mais à part 2001 l'Odyssée de l'espace, soumis à une technique complexe, qui ne s'appliquait pourtant qu'à filmer des modèles réduits, ou les éclairages à la bougie de Barry Lyndon, rien n'indique dans ces autres films qu'il ait eu besoin d'autant de temps pour les tourner. Il tourne toujours dans le confort d'un studio, et lorsqu'il a besoin d'extérieur, il les fait construire près de chez lui. C'est ainsi que l'hôtel de Shining, situé dans l'Oregon, le Vietnam de Full Metal Jacket, le New York d'Eyes Wide Shut sont fabriqués de toutes pièces dans la campagne anglaise, dans un périmètre d'une 30aine de kilomètres autour de la maison de Stanley Kubrick. N'aurait-il pas été moins onéreux d'aller tourner les extérieurs sur place ? Pour Full Metal Jacket, par exemple aux Philippines, où de nombreux films situés au Vietnam trouvaient des extérieurs conformes. Selon son biographe, Kubrick, en plus d'une phobie de l'avion, affichait plusieurs symptômes de paranoïa aiguë. Il développait une hypersensibilité à la contagion et renvoyait chez lui tout membre de l'équipe ayant un rhume. Il possédait des armes à feu et quand il travaillait avec Arthur C. Clarke à New York sur le scénario de 2001 en 1966, il se déplaçait avec un grand couteau de chasse dans sa serviette. Il allait de plus en plus éviter de conduire et exigeait que les voitures dans lesquelles il était passager ne roulent pas à plus de 55 km/h. Pendant qu'il travaillait sur 2001, la répugnance que Kubrick éprouvait pour les voyages s'accentua. Il refusait tout net de travailler à plus de 15 km de chez lui. La paranoïa, loin d'être une anomalie chez un artiste qui se distingue par la singularité de son travail, peut accessoirement en éclairer tout ou partie, à défaut de nourrir des anecdotes utiles à piquer la curiosité du biographe, le cas échéant à lever le voile sur un trait de personnalité équivoque en contrariété avec une certaine image publique. Elle peut aussi, dans le cas de Kubrick, s'expliquer comme la conséquence d'une crainte non pas nucléaire ou bactériologique, mais bien humaine, nourrie par ceux auprès desquels on s'est engagé. Selon Arthur C. Clarke, Kubrick n'avait pas beaucoup d'argent, propos rapportés dans la biographie de Kubrick. Alors comment se permettait-il de vivre dans un manoir anglais en ne tournant que les films qu'il avait envie de tourner ? Exilé en Angleterre, ces films étaient produits par la MGM, puis par la Warner, compagnie américaine. Autrement dit, en s'exilant, Kubrick prétendait s'émanciper des contraintes des grands studios américains, tout en ne travaillant qu'avec les grands studios américains. Il y a 2 moments charnières dans la carrière de Stanley Kubrick. Si le premier est la réalisation de Spartacus, qui fit de lui un des réalisateurs les plus en vue d'Hollywood, le deuxième est la sortie de 2001 l'Odyssée de l'espace, qui ne ressemble à l'époque à aucun autre film. On se demandait s'il s'agissait d'ailleurs d'un film ou d'un poème visuel où la narration traditionnelle est pulvérisée au profit d'un voyage introspectif purement psychédélique. Ce film qui, à force d'être vu,
laisse paraître les vis et les boulons qu'il assemble, sa narration en 4 parties finalement très convenue, ambitionne de décrire l'histoire de l'humanité, du premier outil utilisé par l'homme-singe jusqu'à l'intelligence artificielle. Premier film en couleur de Kubrick, 2001, est un pur produit des années 60. Par son look, ses costumes et coiffures, et ses gadgets qui se veulent futuristes, mais qui datent aujourd'hui terriblement le film. Années 60 qui voient le cinéma mettre au premier plan 2 genres cinématographiques jusqu'ici marginaux, la science-fiction et le fantastique, dont Kubrick et Polanski sont les principaux artisans. Et ces genres, par leur côté irréel, contribueront mieux que tous les autres, notamment le western, à programmer mentalement le public. Le spectateur qui en juillet 1969 voit à l'unir un engin spatial est mentalement préparé depuis presque un an par les images de Kubrick. Dans le même temps, John Sturges réalisera Les Naufragés de l'espace, qui met en scène un incident technique en orbite, lequel se produira à l'identique à peine 6 mois plus tard sur la mission Apollo 13. Visionnaire, vous avez dit visionnaire ? 2001, l'Odyssée de l'espace, expérience visuelle inédite qui met littéralement le spectateur en état d'hypnose, s'agrégeait d'abord les consommateurs de LSD et autres produits à fort potentiel hallucinogène, substance dont Kubrick était convaincu qu'elle se généraliserait, exacerbant l'intellect et la perception du monde, à l'image de son film qui peut aisément procurer les mêmes effets à jeun de toute consommation. Mais 2001 est avant tout un film codé qui nous annonce ni plus ni moins la naissance du fils de Satan, comme l'avait fait Roman Polanski, mais lui, sans passer par 4 chemins, dans Rosemary's Baby, précisément en cette même année 1968. Mais si le fils de Satan naissait chez Polanski en 1968, chez Kubrick il naît en 2001, dans ce dernier plan qui révèle ses yeux froids, en train de regarder un monde dont il a pris possession. 2001 puise son inspiration des lectures de Kubrick des romans d'Arthur C. Clarke, notamment un roman intitulé « Les enfants d'Icare », qui met en scène une espèce d'extraterrestres très avancés, lesquels viennent apporter paix et prospérité sur la Terre, et qui, lorsqu'ils montrent leur visage, ont l'apparence de démons. Notez que dans ce roman visionnaire, pas visionnaire dans le sens où on pourrait croire qu'Arthur C. Clarke anticipait l'avenir de l'humanité selon son intuition d'artiste, mais bien parce que Arthur C. Clarke était un initié, notez donc que dans ce roman visionnaire, les extraterrestres s'ingèrent dans la vie des terriens grâce à la technologie. Ils interdisent la cruauté envers les animaux, dont la tauromachie, ceci afin de dévitaliser la prédation naturelle de l'humain, et ils intriguent pour que disparaissent les nations afin d'instaurer un gouvernement mondial. Les enfants d'Icare a été publié en 1953, année qui vit également la naissance du programme MKUltra. Lorsqu'enfin les extraterrestres montrent leur visage à l'humanité dans le roman de Clarke, celle-ci n'est pas choquée de voir leur apparence démoniaque en raison des avancées technologiques et sociales qu'ils ont apportées sur la Terre. Ces extraterrestres sont cependant au service d'un maître esprit qui nous fait penser au maître maçon, lequel veille sur l'humanité par crainte qu'elle s'autodétruise. Mais quel dieu, sinon un démon, pourrait craindre que ceux qu'il a supposément faits à son image soient tentés par l'autodestruction ? Cette intelligence supérieure traverse tout le film de Kubrick, de l'aube de l'humanité jusqu'à la naissance de l'homme nouveau, fils de Satan. Elle est symbolisée par un monolithe noir, matériau communément utilisé pour fabriquer les sarcophages de l'antique Égypte, d'où la maçonnerie occulte a puisé ses rites. On peut supposer alors que cette intelligence inconnue matérialise les idéaux maçonniques qui guident l'humanité, sorte de table de la loi où rien n'est lisible, le secret maçonnique étant bien évidemment caché des profanes que nous sommes à peu près tous. Petite parenthèse sur Arthur C. Clarke, auteur du scénario du film et du roman qui l'a inspiré, qui, en 1998, avouait son attirance pour les jeunes enfants, mais démentait dans la foulée des propos qu'il avait lui-même tenus. N'est-on pas là en présence d'une personnalité programmée, un MKUltra, à l'intérieur de laquelle se produisent des bugs, comme chez Thomas Pesquet, qui annonce qu'un jour, l'homme ira sur la Lune, et, conscient de ce bug, ni par la suite avoir dit ce qu'il a dit. Quant au voyage qu'effectue Bowman, l'astronaute de 2001, voyage effectué à travers le tunnel coloré dans la dernière partie du film, il évoque le même Thomas Pesquet qui prétend avoir vu des îles
lors de son premier voyage dans l'ISS. Îles qu'il s'est empressé de dessiner pour ne pas les oublier. Pourquoi ne pas les avoir photographiées, à moins que ces îles n'existent que dans sa tête? Fermons la parenthèse et revenons à 2001, dont l'humanité darwinienne est présentée au début du film comme un attroupement de primates craintifs qui, rencognés dans leur caverne, celle de Platon, attendent que la lumière vienne les éclairer. Lumière qui apporte à ce troupeau de sauvages les tables de la loi autour de laquelle ils s'agitent comme des enfants à qui on vient faire un merveilleux cadeau, mais qui ont besoin d'être guidés pour savoir l'utiliser. Au cas où le message manquerait de clarté, une contre-plongée précise de quel tonneau sont faites ces lois. Enfin éveillé par le savoir suprême que seule la loi pouvait lui enseigner, ce primate ignare et barbare comprend, il était temps pour lui, qu'il n'est pas un simple élément de l'ordre naturel, mais un homo faber en puissance, et au cas où le message ne serait toujours pas clair, au moment où le primate comprend qu'il peut puiser dans cette vile carcasse animale ce qui lui servira d'outil, on nous remet la contre-plongée du machin en basalte. À peine plus tard, Kubrick utilisera sa propre fille lors d'une conversation en visio avec son père qui lui demande ce qu'elle souhaite pour son anniversaire, et la gamine lui répondra qu'elle a envie d'un lapin blanc, animal qui dans Alice au pays des merveilles est le guide initiatique de l'enfant vers le monde des illusions. Cet enfant, c'est aussi le spectateur qui va être guidé par papa Kubrick vers une initiation entre rêve et réalité sur le chemin de l'enfance perdue. Ces images de l'homme qui, tel un hamster, tourne la roue de sa vie absurde, illustrent parfaitement le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, auquel Kubrick ne peut pas ne pas avoir pensé en filmant ce genre de séquence. Sauf que, nous allons le voir, la vie de l'astronaute n'est pas aussi absurde que chez Camus, puisqu'en tournant comme ça en rond, eh bien, on finit par arriver sur Jupiter. La première partie du film, le premier tableau, dirons-nous, nous montre une humanité primitive. Humanité qui n'est rien d'autre que l'humanité de 1968 selon Kubrick, un décrottable misanthrope qui ne voyait en l'espèce humaine que sauvagerie et bestialité. Et cette humanité primitive, à peine consciente d'elle-même, a besoin, pour évoluer, du savoir orange, représenté par cette couleur qui équivaut au 33e degré du rite écossais. Le premier tableau est donc orange. Le deuxième tableau est blanc, couleur du tablier de l'apprenti maçon, apprenti spectateur qui commence l'initiation par des images qu'il n'avait encore jamais vues de sa vie. Dans la séquence blanche qui met en présence Russes et Américains en pleine guerre froide en 1968, mais que Kubrick voit réconcilier après la chute du mur, à moins qu'en 1968 il soit déjà relié par une fraternité maçonnique, on apprend dans cette séquence que le docteur Floyd se rend sur la Lune. Depuis le premier tableau qui nous montrait le Soleil, on se dirige désormais vers l'astre mort. Le Soleil et la Lune sont les corps célestes que l'apprenti maçon découvre lorsqu'on lui retire son bandeau d'initié. Dans le film, les deux astres encadrent le chemin d'une initiation maçonnique à laquelle nous allons assister. Le film s'emploie à chaque séquence à égarer le spectateur jusqu'à ne plus savoir où est le haut, où est le bas. La formule connue, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, extrait de la table d'émeraude qui est aussi le nom de nombreuses loges maçonniques en France. Cette formule purement alchimique, destinée à égarer, a été récupérée par la franc-maçonnerie, comme elle récupère les symboles religieux et ésotériques pour en détourner le sens. Kubrick, qui s'est toujours arrangé pour qu'on ne puisse hypostasier aucun de ses films, donne pourtant dans ce genre de séquence une traduction visuelle de la dite formule. Il le fait, on ne peut plus clairement, quand l'astronaute, cul par-dessus tête, est regardé froidement par l'œil qui voit tout. Mais un peu avant, nous aurons eu un plan à l'humour douteux sur la manière de faire ses besoins à l'apesanteur. Dans 50 ans de cinéma américain, Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Coursaudon, extrêmement critiques sur le cinéma de Kubrick, déplorent qu'il ait la main si lourde dès qu'il cherche à faire de l'ironie. Ce genre de plan ne fait que leur donner raison, d'autant plus qu'en l'espèce, l'humour scatologique sous-entend la coprophagie, dans la mesure où dans l'espace, les matières n'ont plus de gravité. Son ami Spielberg proposera une illustration similaire dans La liste de Schindler, film qui s'appuie sur la déportation pour parler en réalité du trafic d'enfants. Allusion à la scatologie pour le moins bizarre, quand des témoignages rapportent l'ingestion forcée de matière fécale
lors d'abus rituels que Kubrick connaissait très bien pour les avoir exposés dans Eyes Wide Shut. Tavernier et Coursaudon écrivent aussi, et de manière très juste, que Full Metal Jacket, avant-dernier film de Kubrick, décrit un Vietnam de l'esprit. 20 ans plus tôt, 2001 l'Odyssée de l'espace, n'était pas moins un film sur l'espace de l'esprit. Dans la biographie de Kubrick, on apprend que le montage final de 2001 l'Odyssée de l'espace n'a pas retenu des éléments relatifs à un dialogue entre Bowman et l'ordinateur HAL. Citons ce qui est retranscrit dans la biographie de Kubrick. Ouvrez les guillemets. Bowman soumet HAL à un feu roulant de questions, insinuant qu'il y a quelque chose à propos de cette mission qu'on ne nous dit pas. Quelque chose que le reste de l'équipage sait et que tu sais. Nous voudrions savoir si c'est vrai. Je suis désolé, Dave, répond HAL d'un ton suffisant. Je ne peux pas répondre à cette question sans savoir ce que vous savez tous. Fermez les guillemets. Selon le biographe de Kubrick, ces conversations disparurent à la dernière minute, décision prise de mettre l'accent sur le côté visuel du film et de jeter une grande partie des dialogues à la poubelle. On ne peut bien entendu rien affirmer quant au contenu de ce qui n'est pas dit aux astronautes sur la nature de cette mission. Dialogue purement décoratif pour alimenter le mystère qui enveloppe le film ou favoriser une narration abstraite plus apte à soutenir son contenu visuel. Certainement, mais de la part d'un cinéaste aussi concerné par le pouvoir de l'image, l'impact visuel de son film ne vise pas à satisfaire le cochon payant de l'époque dans son besoin de spectacle, lequel d'ailleurs, par son degré d'hermétisme, provoqua même l'effet contraire. On imagine que si ce dialogue avait été conservé, Bowman n'aurait pas obtenu une réponse à sa question, mais le spectateur, lui, aurait pu y réfléchir. Que nous cache donc ce film bizarre ? Ce spectateur sceptique de 1969 face à l'alunissage, qui, en repensant au film de Kubrick, aurait pu se demander ce qu'on cache en effet non seulement aux astronautes, mais à l'humanité prolétarisée, auquel l'autre spectateur, celui à qui on donne enfin la lune, qu'on lui promet depuis l'enfance, aurait pu répondre « Mais laisse-nous donc rêver au lieu de te poser des questions ». Il n'en reste pas moins que dans l'esprit de Kubrick, Bowman, l'astronaute ne connaît pas tout de sa mission. Quand on observe le visage de Bowman, interprété par un comédien qui 3 ans auparavant avait incarné un psychopathe dissocié dans Bunny Lake a disparu d'Otto Preminger, on en vient sans trop forcer la comparaison à la deuxième personnalité préférée des Français qui, derrière son regard éternellement fixe, dont l'expression corporelle se limite à 4 ou 5 gestes, affirme sans bafouiller, bug dans sa programmation, allez donc savoir, qu'un jour peut-être, l'homme sera capable de poser le pied sur la Lune. Sait-il, depuis qu'il voyage dans la thermosphère, ce que lui cachent ceux qui l'y ont envoyé ? Existe-t-il dans son espace confiné, dont il y ait tout à craindre qu'il soit mental, un ordinateur nommé HAL pour lui donner la réponse ? Ou doit-il poser la question, non pas à l'ordinateur programmé par l'homme, mais au programmeur mental de l'astronaute ? Revenons à 2001. Dans 80% du film, il ne se passe absolument rien. Tel un enfant gâté à qui on a fait cadeau d'un jouet hors de prix, Kubrick s'amuse à filmer des maquettes et des personnages qui vont et qui viennent dans des décors futuristes, lesquels seront largement copiés dans la série sataniste Cosmos 1999. Si la dramaturgie de 2001 est pauvre, le pouvoir de conditionnement des images sur le spectateur de l'époque est extrêmement puissant. On y voit par exemple un véhicule spatial atterrir sur une lune de studio avec un horizon tout proche, comme on le verra à la télévision quelques mois plus tard. La découverte par les astronautes du monolithe, de nouveau filmé en contre-plongée, évoque l'entrée dans un temple secret et souterrain, comme le sont les temples maçonniques, le tout accompagné d'une bande sonore extrêmement angoissante. On pénètre dans un endroit terrible et secret, de la même manière que dans Eyes Wide Shut, et le cœur de ce secret, en l'occurrence les tables de la loi, maçonnique, point d'interrogation, n'a pas le droit d'être connu du profane. En effet, quand les astronautes cherchent à prendre le monolithe en photo, un son aigu qui leur perce les oreilles les en empêche. Le son empêche l'image dans cette séquence, mais il donne, comme nous allons le voir, à d'autres images, un sens tout à fait précis. Par amusement, on se demande si Kubrick a placé des projecteurs bien visibles sur une scène lunaire. Par amusement, on se demande si Kubrick a placé des projecteurs bien visibles sur une scène lunaire, ici justifiée par le sujet, mais projecteurs dont on supposera la présence dans les scènes d'alunissage d'Apollo 11.
2001 est un film au scénario squelettique étalé sur 2h30 qui enferme 2 astronautes dans un espace confiné géré par une intelligence artificielle. D'après son biographe, qui rapporte les propos d'un collaborateur de Kubrick, Kubrick n'était animé d'aucune curiosité. C'était un vampire qui s'attaquait au cerveau des gens et toutes les notes qu'il prenait n'étaient qu'un moyen d'accumuler le savoir des autres. Il dépeint également Kubrick comme un individu totalement fermé aux suggestions, ne se référant qu'à lui-même, incapable de reconnaître ses erreurs, même quand on les lui mettait sous les yeux. Ce savoir technique, Kubrick l'a emmagasiné pendant des années pour accoucher d'un 2001 où la technologie a plus d'importance que les rapports humains. Dans le segment qui occupe la plus grande partie du film, on s'intéresse aux doutes que nourrit cette intelligence artificielle sur les intentions des astronautes envers elle. Kubrick ne fait que réduire dans un espace clos le thème universel du monde sous contrôle, où ceux qui l'exercent, détenteurs d'un savoir occulte, n'hésitent pas à éliminer physiquement ceux qui un jour prennent conscience du monde mensonger dans lequel on les oblige à vivre. Symbolisé par un ordinateur, HAL n'est rien d'autre que le savoir absolu, celui des loges, représenté par l'œil unique sur lequel Kubrick insiste tout au long du film, et, chose qui frappe le spectateur, Kubrick subjective le point de vue omniscient de l'œil en inversant les points de vue. On notera au passage que les astronautes cryogénisés, en attente du réveil, dorment dans des sarcophages dont la symbolique est sans équivoque. La dernière partie du film nous amène au-delà de la Lune, en direction de Jupiter, planète qui incarne en franc-maçonnerie le vénérable de toutes les loges. Arrêtons-nous encore sur Thomas Pesquet qui, lorsqu'il s'est rendu compte d'avoir dit une bêtise en prétendant qu'un jour l'homme irait peut-être sur la Lune, a précisé qu'il voulait dire que l'homme irait au-delà de la Lune. Voulait-il dire qu'il irait vers Jupiter, comme les astronautes de 2001 ? Dans la séquence ultime, Bowman se retrouve dans un espace dont la décoration évoque le passé par son mobilier, avec un sol suréclairé d'inspiration futuriste. Sans aucun doute, le siècle des Lumières. Sol lumineux tout en damier, mais damier sur lequel les cases noires ont disparu au profit d'un blanc immaculé qui indique que l'homme a vaincu son côté obscur grâce aux lumières apportées par le siècle auquel on les attribue. Celui où la maçonnerie a éclairé le monde, siècle que Kubrick célébrera dans Barry Lyndon. C'est toutefois la bande-son de cette dernière séquence qui nous interpelle. Bande-son qui, sauf erreur, n'a jamais été commentée par les thuriféraires du maître. Elle est faite de cris, ceux de gens en détresse ou de gens qu'on torture, des cris absolument déchirants, parmi lesquels on distingue ceux d'enfants. Bowman pénètre-t-il dans une chambre des tortures qui, par bien des aspects, nous renvoie au décor du château à la fois luxueux et macabre de Eyes Wide Shut. Sa vision de lui-même en train de vieillir est-elle la vision d'une personnalité multiple au terme d'une vie de programmation absolue, jamais conscient des réalités du monde qu'il a traversé. Programmation dans un monde contrôlé où sévit la torture, d'où naît le fils de Satan, précisément en 2001. Ce fils de Satan aux yeux terribles, Bowman le perçoit enfin à l'intérieur du monolithe. Tel était donc son message. Si on veut une nouvelle fois évoquer le son, cet élément narratif qui donne un sens à l'image mais qui intéresse si peu les critiques de cinéma, il met au premier plan la respiration de Bowman sur une longue partie de la projection. Le spectateur l'entend comme sa propre respiration. Procédé très efficace pour enfermer le spectateur dans le scaphandre de l'astronaute et lui faire vivre une initiation comme s'il était lui-même un protagoniste du film. 2001, l'Odyssée de l'espace fit de Kubrick une sorte de gourou du 7e art, un demi-dieu, presque un être immatériel. Il poursuivit sa carrière avec ce que Bertrand Tavernier et Jean-Pierre Coursaudon nomment son film le plus déplaisant, Orange Mécanique, tout en précisant qu'il est constitutif de son génie et dont le titre original Clockwork Orange est bien plus précis. Clockwork est la mécanique de l'horloge à proprement parler et l'orange est l'équivalent du 33e degré du rite écossais, rappelons-le. En l'occurrence, le titre Clockwork Orange détermine le temps des travaux maçonniques qui, en la circonstance, équivalent aux 2h15 que dure le film et durant lesquels on aura suivi une initiation traumatique. Laquelle paraîtra inoffensive aux spectateurs de 2024, mais perturbera profondément celui de 1971, au point que Kubrick retirera longtemps le film de la circulation. Le film qui, du point de vue de cette initiation, laissera dans le cinéma
la même empreinte qu'un justicier dans la ville, lui aussi dominé par la couleur orange, tout comme les premiers plans de 2001, revenons-y, qui nous présentent une aube de l'humanité éclairée par un soleil orange placé à côté d'une pyramide. Selon son biographe, quand Kubrick a décidé de retirer Orange Mécanique d'un circuit de distribution, la Warner, qui allait perdre de gros bénéfices, ne pouvait s'y opposer. Aucun autre réalisateur au monde n'avait un tel pouvoir sur un studio. D'où lui venait ce pouvoir? De quelle paranoïa était atteint Kubrick lorsqu'il exigeait un contrôle total des textes qui étaient écrits sur lui? Son biographe rapporte « Tous les auteurs qui essayèrent d'examiner en détail sa vie et sa carrière virent leur entreprise soumise à une surveillance étroite et, le plus souvent, contrecarrée, suivant une méthode bien rodée. » Au début, Kubrick acceptait de coopérer, se réservant le droit d'autoriser la publication du texte. Ensuite, il refusait de donner son agrément jusqu'à ce que les délais fussent dépassés ou que l'auteur perdît patience. En 1968, le magazine Books enregistra, aux mêmes conditions, 8 heures de conversation et fut autorisé à utiliser seulement 4 phrases. Eyes Wide Shut, dont le tournage commença en février 1996, se termina fin février 1998. 2 ans, le tournage le plus long de toute l'histoire du cinéma. Malgré son échec commercial, Barry Lyndon ne déstabilisa pas du tout Kubrick financièrement. Il quitta sa villa, relativement modeste en regard de son standing, pour s'installer dans un gigantesque manoir d'où il ne sortira absolument jamais, sinon pour réaliser à des années de distance 3 films dans un périmètre de 50 km. Petit détail amusant, ce manoir de Shelwick-Bury fut acheté par le premier propriétaire en 1666 et Kubrick y mourut en 1999. En résumé, Stanley Kubrick, issu de la moyenne bourgeoisie new-yorkaise, arrivé dans le cinéma par le système D, propulsé au premier plan par une des plus grandes stars d'Hollywood, se désolidarise complètement de la dite star pour partir vivre à l'étranger où il ne réalisera que les films qu'il aura envie de faire, avec les gens qu'il voudra et dans les conditions qu'il voudra. Bien que des succès, ces films seront pourtant loin d'engendrer les mêmes recettes que ceux d'autres metteurs en scène moins libres que lui. De 1968 à sa mort en 1999, il n'aura jamais quitté l'Angleterre, pays qu'il ne prendra même pas la peine de visiter, confiné 30 années durant dans un espace de quelques kilomètres. Après sa mort, sa veuve fera l'acquisition d'une propriété en France, où Kubrick n'a jamais mis les pieds, précisément dans le Périgord noir, imprégné par la légende des sorcières. Terminons par le film Opération Lune, tourné quelques mois à peine après la disparition de Kubrick. L'auteur a donc monté ce canular pour démontrer, selon ses dires, que toute image peut être manipulée, en conséquence de quoi le spectateur doit toujours garder un esprit critique face à ce qui lui est proposé. Les arguments tout à fait spécieux dont use William Carell sont typiques de ceux propagés par les loges, une fois encore à dessein d'égarer. En effet, si on doit douter de tout ce qu'on voit, en premier lieu, on doit douter de son film, dont il nous explique qu'il est mensonger à la toute fin. Seuls, selon lui, les complotistes auront pris son film au pied de la lettre. Par ailleurs, William Carell tient lui-même des propos complotistes lorsqu'il prétend que l'administration Bush a manipulé l'information pour faire accroire que Saddam Hussein était derrière les attentats du 11 septembre. Mais de quelles preuves dispose-t-il pour l'affirmer? Il cite au passage Jean-Luc Godard qui prétendait que les images de l'alunissage étaient fausses et regrette de ne pas avoir retrouvé ces images où Godard s'exprime pour les monter dans son film. Or, Jean-Luc Godard pensait réellement que les images de l'alunissage étaient mises en scène. Carell aurait donc utilisé une vraie déclaration pour la faire paraître fausse, une fois encore, technique d'égarement propre aux initiés dont Carell possède tous les atouts. La confusion suprême de son documentaire, débattu devant un public aliéné, est de nous répéter qu'il faut douter de toutes les images, surtout si elles proviennent de la télévision. Mais le premier pas de l'homme sur la Lune, de quoi s'agit-il, sinon d'images proposées par la télévision? En conclusion, bien qu'une part de la population doutait avant le film de Carell de la réalité de l'alunissage, l'hypothèse Kubrick avant Carell n'existait pas. Depuis Carell, les sceptiques sont persuadés que l'événement et l'homme sont étroitement liés et n'était-ce pas dans le fond l'objectif visé par ce documentaire?